Chers amis, bonjour. Je travaille en ce moment. Oui, j'ai un tas qui est pas très stable. Je travaille en ce moment sur les violences conjugales. D'accord. Et comment dire, dans ce contexte-là, j'ai travaillé sur le couple Johnny Depp et Amber Heard. Alors, je vous lis mon article. Enfin, pas mon article, mon chapitre. Réparti et instinct de survie jusqu'aux limites malheureusement franchies. Ces derniers temps, un procès retentissant a eu lieu aux USA au sujet du couple Johnny Depp et Amber Heard, en ce que le verdict du procès a mis en avant le fait que la victime, par son comportement vis-à-vis de son agresseur, révélait qu'elle aussi pouvait ou aurait pu objectivement, pouvait puisque ça a été jugé comme tel, pouvait objectivement être perçue comme étant agresseur vis-à-vis de celui qu'elle accuse, qui aurait donc été la victime. Ils ont l'un et l'autre fait appel de cette décision de justice. S'il apparaît déplacé ici en France qu'on puisse ainsi laver son linge sale en voyant ce procès en direct live aux USA, ce que je ne trouve personnellement pas salutaire pour l'image de la justice, le voyeurisme exploité commercialement traduit néanmoins le fait que le sujet est plus que sensible partout dans le monde, et plus encore aux USA, où, comme partout ailleurs, et plus encore après la pandémie, les violences conjugales explosent littéralement. Petit aparté. Ici en France, notre ministre Dupond-Moretti souhaite que certains procès soient retransmis. Je ne prétends pas que ce soit souhaitable de façon systématique, mais je ne prétends pas l'inverse davantage. Si certains s'imaginent que de montrer ces procès à la vue de tous serait salutaire, personnellement, j'ai de gros doutes sur le sujet. Sur le sol américain, des observateurs constatent alors, à juste titre, qu'il est à craindre que le procès obtenu par la vague MeToo, que les progrès obtenus par la vague MeToo aux USA risquent de se trouver compromis par l'impact que ce procès induirait sur la population, puisqu'une femme qui porte plainte pour violence conjugale, alors, pourrait plus encore renoncer à aller en justice au prétexte qu'elle pourrait se trouver accusée à son tour, comme pour ce procès, et ceci d'autant plus qu'elle serait en position d'infériorité sociale et financière, comme je l'ai expliqué dans un autre chapitre de mon ouvrage. En ce sens, sur le plan purement sociétal, le premier verdict de ce procès pose un véritable problème. Mais au-delà de ce procès si symbolique, il est bon d'observer comment un couple quelconque se comporte quand les violences ont commencé, c'est-à-dire bien avant que les violences ne se soient exprimées physiquement. Dès l'instant que le climat s'envenime au sein d'un couple, les deux protagonistes ont un devoir l'un vis-à-vis de l'autre. Le devoir de faire le nécessaire pour que cette violence cesse, que cette violence soit verbale ou qu'elle soit déjà physique. Oui, j'ai bien dit le devoir. Si l'on observe, je le rappelle, les mots qui ont été prononcés, qui plus est, lors du mariage, quand mariage il y a eu. Le problème demeure le même quand il n'y a pas de mariage. Je parle pour ceux qui auraient la mémoire courte, ou sélective en tout cas, qu'il s'agit notamment de bienveillance, de secours et de solidarité dans le pire comme dans le meilleur. C'est une notion très subjective, parce que ça peut revêtir énormément de choses. À ce titre alors, dès qu'il y a crise, et que financièrement c'est parfaitement envisageable, les deux époux ou compagnons, y compris quand les vœux de mariage n'ont pas été prononcés, ont toujours la possibilité d'aller dormir ailleurs et de prendre ses distances, ne serait-ce que quelques jours, ceci dans le but précisément d'épargner à l'autre les violences dont il est question. Petit détail que j'ai complètement oublié, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais le fait de délaisser le domicile conjugal, c'est considéré comme une faute par rapport au mariage. Mais je ne sais pas si c'est encore le cas ou pas. Mais dans cette hypothèse-là, il suffit de passer à la gendarmerie et d'expliquer. Vous déposez une main courante, et je pense que si vous déposez une main courante en expliquant qu'il y a violence verbale ou violence physique, vous êtes en droit de laisser le domicile conjugal ne serait-ce que quelques jours. Je pense que si vous prenez cette précaution-là avant, vous passez à la gendarmerie avant de partir avec votre petite valise pendant quelques jours, normalement, je pense que sur le plan juridique, c'est bon, quoi. C'est à vérifier, ça, parce que j'y pense à l'instant, donc c'est à vérifier. Une amie, dernièrement, est partie de chez elle. Son couple, en crise, sans qu'il n'y ait de violence, je le précise, traversait une mauvaise passe. Une amie lui a simplement prêté sa maison une semaine, pendant qu'elle-même partait en vacances. 2 jours ont suffi
pour lui permettre d'observer que son mari lui manquait et constater qu'elle pouvait encore se battre pour tenter de sauver quelque chose. Je veux dire que ces précautions ne peuvent, hélas, bien sûr, que difficilement être prises dès lors que le milieu social ne le permet pas. C'est une évidence. Dans le cas présent, alors, il faut trouver des alternatives. Et malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami ou une amie charitable au point de prêter sa maison ou de l'héberger. Se faire héberger par un tiers, quelquefois, est d'autre part préjudiciable, pour une simple raison. D'une part, l'interférence qui brouille la perception de sa propre situation de crise, mais aussi peut rendre la victime redevable et donc faire renoncer à prendre le large. Il n'y a guère alors que le milieu associatif qui peut venir en aide aux victimes de façon plus sécurisée. Donc c'est pour ça qu'il faut soutenir la Fondation pour les femmes, par exemple, qui elle-même chapeaute d'une certaine façon un certain nombre d'associations qui peuvent proposer des hébergements. Car il est toujours facile de dire à une femme victime de violences conjugales, il faut partir. Bah super, ouais, il faut partir. Ouais. Pour aller où? C'est ça le problème. À ce titre précisément, c'est bien ce qui me scandalise, au plus haut point. C'est que dans un milieu plus que friqué comme le leur, cette simple précaution pouvait largement être prise et qu'elle ne l'a pas été. Pour le cas du couple dont il est question, je le rappelle, une question fondamentale doit être posée par les juges, qui demeure la suivante. Quel était le pourcentage du capital de l'un et de l'autre au moment où la vie de couple ou le mariage fut scellé? Parce que justement, dans ce cas précis, on observe alors à quel point précisément l'argent est le nerf de la guerre et à quel point il est important d'observer jusqu'où l'aspect financier aurait contraint l'un et l'autre à laisser perdurer une situation de crise, là où au contraire l'argent aurait dû permettre la séparation de corps en un arrangement amiable dans le seul et unique objectif, celui d'éviter que la crise ne s'aggrave dans une telle proportion. Mais au-delà de cette simple considération que de prendre le large, serait un bon moyen d'y voir plus clair. Il est bon de noter que le moment où les propos ou reproches s'enveniment, c'est toujours difficilement détectable. Ce moment est toujours difficilement détectable dans le degré de gravité. Quand on se sent agressé au sein du couple, que ce soit venant de l'un ou venant de l'autre, il est normal et cohérent, chacun dans un contexte de pur réflexe, de prononcer des mots qu'on regrette éventuellement amèrement ensuite, quelquefois. Et que dans le cas présent, mais c'est généralement vrai dans tous les cas, ils peuvent éventuellement se retourner contre vous. Le vrai problème résiderait effectivement dans le fait d'observer qu'ils sont regrettés, s'ils sont regrettés ou s'ils ne le sont pas. Et que c'est bien là que réside le problème aujourd'hui, et qui risquerait de faire ce qu'on appelle jurisprudence. Que devient alors sur le sol américain la notion même de violence conjugale, si la défense de l'agresseur en arrive à prétexter que de toute façon c'est celui qu'il dit qui y est, comme disait ma petite sœur, puisqu'elle aussi, elle n'a pas été correcte vis-à-vis de lui et l'a agressé, lui aussi. Au point où nous en sommes, je propose à l'avocat de l'agresseur d'expliquer qu'au moment où il porte les coups, il n'est pas responsable du fait, son client n'est malheureusement pas responsable et que ça n'est pas sa faute si elle se trouvait sur la trajectoire des coups qui ont été portés. Le monde à l'envers. Une femme qui est en situation de violence conjugale se retrouve toujours dans une situation quasiment animale, où c'est son instinct de survie qui entre en jeu, et qui dirige son comportement dans le but de sauver sa peau, que ce soit par des mots ou que ce soit par des actes. Ce réflexe de survie prend la place de ce qu'on appelle le raisonnement et la pensée, là où au contraire l'agresseur se comporte en prédateur, qui ne se sent pas menacé sur le moment, mais qui uniquement au moment du procès revendique d'avoir été sur la défensive. Il y a une quarantaine d'années, dans une famille proche à l'époque, j'avais appris qu'une lointaine cousine avait pris la manie de ne repasser son linge que quand son mari rentrait du travail. Elle était victime de violences conjugales et personne n'était au courant. Si d'aventure il aurait risqué quoi que ce soit, il se prenait le fer à repasser en pleine poire version horizontale. Inutile de préciser qu'il ne s'y frottait pas. Quelques semaines ont passé, nous avons appris que lui, rentré du travail, l'appartement était vide. Une association d'aide aux victimes suivait l'affaire depuis pas mal de temps déjà. Dans la journée, elle avait un travail, je précise, ce qui aide énormément pour faire respecter ses droits. C'est bien pour ça que le féminisme conseille aux femmes d'avoir toujours un travail.
Elle avait embarqué les 2 enfants et la totalité des meubles. La belle-mère du mari violent, donc la mère de son épouse, victime des coups, habitait 2 étages en dessous. Ni lui, ni aucune personne, moins encore sa propre mère, ne sut où elle habitait désormais pendant plusieurs mois. Seuls les services sociaux, justice et gendarmerie suivaient l'affaire. Elle put divorcer alors et poursuivre sa vie avec ses 2 filles et son job. Qui pourtant oserait affirmer que dans l'hypothèse où elle aurait dû utiliser son fer à repasser pour autre chose que de prendre soin de son petit chemisier en liberty et se défendre, elle aurait été répréhensible devant la loi? Qui? Voilà la question que moi je me pose.